Nous sommes passés sous la barre des 270 000 habitants en Nouvelle-Calédonie. Pour la première fois depuis 35 ans, le nombre de naissances est passé sous la barre des 4 000. Dans le même temps, le pays a enregistré plus de départs que d'arrivées. On en parle tout de suite dans Ça vous parle. Bonsoir et bienvenue. Un taux de natalité historiquement bas, un pic de mortalité dû au Covid-19 et dans l'ensemble, une population qui vieillit. La part des plus de 65 ans dans la population n'a jamais été aussi grande en Calédonie. Quelles seront les conséquences pour le pays? On en parle avec nos invités. Je reçois Olivier Fagnot, directeur de l'ISEE, l'Institut de la statistique et des études économiques. Il reviendra pour nous sur ces chiffres récemment publiés et nous aidera à les mettre en perspective. Je reçois également Gilles Brial, deuxième vice-président de la province Sud, qui rassemble environ 3/4 de la population. Est-ce que des établissements scolaires devront fermer face à la baisse de la natalité? Comment vont être pris en charge nos anciens de plus en plus nombreux? Nous lui poserons ces questions. En cours d'émission, Xavi nous rejoindra pour un quiz sur la démographie des îles. Quelle est l'île la plus densément peuplée au monde? Quelle est l'île française qui compte le moins d'habitants? Réponse dans quelques instants. Puis en fin d'émission, Chloé nous invitera à fêter les 20 ans de carrière de Marie Murtini. Elle est peintre, plasticienne, comédienne et autrice. Nous plongerons avec elle dans son univers poétique. Que s'est-il passé dans la population calédonienne ces 2 dernières années? 2 années pas comme les autres, avec des frontières fermées à cause de la crise sanitaire, puis l'éruption du Covid-19 dans le pays en septembre dernier. Des événements qui ont eu un impact visible sur l'évolution de la population, comme l'a souligné l'ISEE dans une étude parue il y a quelques semaines. On vous la résume en images. Pour la première fois depuis 35 ans, le nombre de naissances est passé sous la barre des 4 000. Et ce, 2 années de suite, en 2020 et 2021. Le taux de natalité atteint ainsi un niveau jamais obtenu jusqu'ici, environ 14 naissances pour 1000 habitants. En 1980, ce taux était de 35 naissances pour 1000 habitants. Les femmes vivant en Calédonie ont en moyenne 2 enfants. C'est ce qu'on appelle l'indicateur conjoncturel de fécondité. Depuis 2017, ce chiffre est passé sous le seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1 enfants par femme. La baisse de la natalité est l'effet conjugué de 2 phénomènes. Premier phénomène, le déficit migratoire. Les personnes qui quittent le pays sont plus nombreuses que celles qui arrivent. Et cela a une conséquence sur le nombre de femmes en âge de procréer. Deuxième phénomène, l'influence de la crise sanitaire mondiale. L'inquiétude sur l'avenir, les fortes contraintes de déplacement, les reports des mariages ont pu conduire les couples à reporter leurs projets parentaux. Justement, le virus de la Covid-19 a provoqué une vague de décès inédite à partir du mois de septembre 2021. Le nombre annuel de décès est en hausse de 28% par rapport à la période 2015-2018. Ainsi, le taux de mortalité fait un bond et passe de 5,7 décès pour 1000 habitants en 2020 à 7,2 décès pour 1000 habitants en 2021. L'impact est visible sur l'espérance de vie. En 2020, celle-ci était de presque 79 ans, mais l'année dernière, elle est redescendue à moins de 76 ans. Malgré cette secousse due au Covid-19, la tendance de l'allongement de la durée de vie devrait se prolonger. Ainsi, face à cet allongement et à la baisse de la fécondité, la population calédonienne devrait continuer de vieillir dans les prochaines années. La part des moins de 15 ans dans la population calédonienne est passée de 33% en 1989 à 21% en 2021. Dans le même temps, la part des plus de 65 ans est passée de 5 à 11%. Alors Olivier Fagnot, vous êtes directeur de l'ISEE. On va revenir ensemble sur plusieurs de ces tendances. Et on va commencer par la baisse du nombre de naissances. Est-ce que les 3 confinements qu'on a connus entre 2020 et 2021 ont pu conduire les couples à reporter leur projet de bébé? Alors c'est une explication, il y en a plusieurs en fait. Il y a une baisse tendancielle du nombre de naissances, on le voit depuis plusieurs années. Et il y a un effet effectivement crise sanitaire qui ont poussé les parents à reporter leurs projets. Et peut-être que certains parents qui auraient aimé faire des enfants dans les règles ou dans l'ordre, en se mariant d'abord et qui n'ont pas pu le faire pendant ces 2 périodes, puisqu'il y avait ces questions de jauge et puis il y a eu un certain nombre de mariages qui ont été reportés. On constate que sur les 2 années, c'est moitié moins de mariages que d'habitude. Donc c'est tous ces effets qui fait que pour la première fois, comme vous le disiez, depuis très longtemps, on passe sous la barre des 4000 naissances par an.
Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en France, c'est un peu l'inverse. Les naissances ont augmenté pour la première fois depuis 6 ans, je crois, l'année dernière. Oui, nous, on s'attendait aussi à ce même type d'effet. Ça n'a pas été le cas, on a été surpris, mais effectivement, en France, le confinement a plutôt encouragé les gens à faire des enfants. Oui. Alors dans le reportage, on parle aussi de déficit migratoire qui pourrait expliquer la baisse des naissances parce qu'il y aurait moins de femmes actives sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? Donc le déficit migratoire, c'est la différence entre les gens qui quittent définitivement le territoire et ceux qui viennent s'y installer. Entre 2014 et 2019, on a 10 000 personnes qui manquent à l'appel. Alors quand on parle de 10 000 personnes, c'est la différence entre 27 000 qui ont quitté le territoire et 17 000 qui sont venus s'installer. D'accord. Donc il y a plus de personnes qui partent que de personnes qui arrivent. Oui, et il y a plus de personnes qui partent qu'auparavant et il y a moins de personnes qui arrivent qu'auparavant. D'accord. Donc la différence des deux fait qu'il manque 10 000 personnes à l'appel. Ça, c'était jusqu'en 2019. Et les rares statistiques que l'on a sur 2020 et 2021 nous laissent penser que ce solde migratoire négatif se poursuit dans des proportions très proches. Donc c'est des familles, c'est des personnes de tous âges, mais parmi ces personnes de tous âges, il y a des femmes en âge de procréer qui finalement privent le territoire de bébés qui feront défaut au final. Gilles Brial, ça vous inspire quoi ces chiffres avec cette population qui aurait tendance à diminuer ? Alors, il y a une baisse, je dirais, presque liée à notre société aujourd'hui, du nombre d'enfants qu'ont les couples, parce qu'on vit différemment, il y a beaucoup d'activités, et je pense que ça participe au fait qu'on ait moins d'enfants, on se concentre plus sur ceux qu'on a, donc on a cette baisse de natalité, et puis il y a la vraie problématique de l'exode, la Nouvelle-Calédonie qui finalement est moins attractive aujourd'hui. Si on perd, pendant des années et des années, ça a été l'effet inverse, on avait plus de personnes qui venaient s'installer que de personnes qui quittaient la Nouvelle-Calédonie. Et donc là, on devient moins attractif, c'est-à-dire que les gens ont plus envie de quitter la Nouvelle-Calédonie que de venir s'installer. Et c'est une problématique parce que c'est, je dirais, une sorte de spirale descendante qui nous attire vers le bas parce que ça a des conséquences économiques, ça a des conséquences en termes de création d'emplois, de création de richesses. Et en parallèle, on a une population qui vieillit avec des besoins de financement des collectivités le plus importants. Donc ça devient compliqué dans la gestion. Alors justement, on va parler de l'impact concret sur l'aménagement du pays de cette population qui évolue. Par exemple, au sein de la province sud, est-ce que la baisse de la natalité va être anticipée avec des fermetures, par exemple, d'écoles ? Est-ce que la carte scolaire va évoluer ? Alors déjà, nous, ces 5 dernières années, de 2018 à aujourd'hui, on a déjà perdu beaucoup d'enfants. On a perdu 1400 enfants en province sud sur 20 000, ce qui est énorme. Donc on ferme des classes régulièrement. Ces dernières années, on ferme même des écoles tous les ans. Là, on est en train de préparer la rentrée 2023. On a un double effet, en fait. On a 25 classes qui vont fermer sur la province et 11 qui vont ouvrir. Donc c'est-à-dire qu'on a 14 classes finalement en moins qui ne seront pas réouvertes dans l'année. Et pourquoi je dis le double effet ? Parce qu'en plus, on a un déplacement de la population de Nouméa vers Dimbéa, vers Païta et un petit peu vers le Mandor. Donc on a une population à Nouméa qui vieillit. En plus des personnes qui partent, Nouméa devient compliqué pour un jeune couple à s'installer, alors que les autres communes sont plus attractives. Donc on est obligé de déplacer en plus nos équipements, c'est-à-dire construire des nouvelles écoles, en plus de fermer des classes. Et ça, ces mouvements sont beaucoup plus rapides que ce que vous aviez imaginé ? Alors, ils sont plus rapides. Il y a eu l'accentuation liée à ces départs qui sont nombreux. Quand vous avez 10 000 personnes qui quittent la Nouvelle-Calédonie, dans ces 10 000, il y a des enfants. Donc, il y a forcément des besoins en classe qui deviennent en trop. Ils sont anticipés, par contre, pour les déplacements de population, parce que ça, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Et on est obligé de faire des prévisions pour la création de nos collèges. Par exemple, la province est compétente en création de collèges et on va avoir un pic sur certaines communes comme Païta en 2028 et qui après devrait redescendre. Donc on a des pics d'élèves parce que dans l'impact des montées de cohorte entre le primaire et le secondaire n'est pas le même. Donc on peut avoir plus de collégiens et beaucoup moins de primaires. Donc ça on doit anticiper. C'est ce qu'on fait avec des ouvertures, des travaux dans les collèges pour les agrandir, sachant qu'à un moment on va rediminuer leur taille. Il faut s'adapter plus vite. Il faut être agile. Alors, on a parlé de la baisse des naissances et du déficit migratoire. On va maintenant se tourner du côté des décès que le pays a enregistrés en 2020 et 2021. On l'a dit, l'année dernière, la Calédonie a connu une hausse de 28% de son nombre de décès par rapport à la période 2015-2019. Olivier Fagnot, est-ce que le Covid est la seule explication ?
Vous avez des éléments? L'augmentation du nombre de décès est concentrée sur les mois de septembre à décembre 2021. Donc effectivement, on est en pleine période Covid. Les premiers décès datant de début septembre. C'est le facteur explicatif de cette forte augmentation du nombre de décès. Habituellement, c'est 1500 à peu près décès par an. Vous avez 4000 naissances, 1500 décès, sauf qu'en 2021, ce n'est pas 1500 décès, c'est 1950 décès. D'ailleurs, dans l'étude, vous soulignez que c'est les plus de 40 ans qui sont directement impactés Qui sont directement impactés, effectivement, par les décès, oui. Alors malgré donc, cette secousse due au Covid, on l'a dit dans le reportage, la population va continuer de vieillir, c'est une tendance mondiale. La part des plus de 65 ans a doublé ces 30 dernières années, elle est passée de 5% en 1989 à 11% l'année dernière. Quels sont les enjeux pour le pays de cette population vieillissante? Quels vont être les défis qu'on va devoir relever par rapport à ça? Alors, déjà, je voulais dire que oui, la population calédonienne est en train de vieillir, mais elle est en total décalage par rapport à ce qu'on voit déjà. On est quand même beaucoup plus jeunes. Alors, oui, on a quelques années d'avance, en fait. Que ce soit pour la natalité, c'est vrai. La transition démographique, on la voit maintenant, mais elle existe déjà au niveau national et dans les départements d'outre-mer. Donc, quelque part, on a ce rôle d'observateur, cet intérêt d'observer ce qui se passe par ailleurs. Et ce que l'on vit maintenant, c'est ce qu'ont vécu les autres il y a 5-6 ans. Voilà. Pour vous donner une idée, vous disiez qu'il y a 11% de la population qui a plus de 65 ans en Calédonie, c'est 21% au niveau national. D'accord, voilà, donc on a encore de la marge, en quelque sorte. Donc à terme, il y a plusieurs questions qui se posent. Alors, à long terme, c'est quand même l'équilibre des comptes sociaux, c'est les questions de retraite, bien entendu. Mais très, très concrètement, c'est une nouvelle population, donc une population vieillissante dont il va falloir s'occuper selon les différents aspects économiques, que ce soit la santé bien entendu, le transport, les loisirs, les services à la personne, l'habitat. Donc il y a ces différents sujets qu'il va falloir prendre en charge et notamment sur la santé, il y a quand même un enjeu, c'est que cette population vieillissante a aussi le risque d'être dépendante. On sait que nos conditions de santé ne sont pas extraordinaires, qu'on a des maladies comme le diabète particulièrement prégnante ici. Donc l'enjeu, c'est cette population vieillissante. Quand elle va arriver au stade de dépendance, est-ce qu'on va être en mesure de la prendre en charge? Et là, ça pose la question des structures médicalisées. Est-ce qu'on a suffisamment de place pour les accueillir? Bon, ça, c'est quelque part une opportunité de la silver economy. Il y a la question de l'habitat aussi qui est intéressante. Cette population va vivre de plus en plus longtemps dans son logement. Ouais. Probablement, il va falloir adapter ces logements aux nouveaux besoins de cette population. Et là, quelque part, il y a peut-être un effet d'aubaine pour le secteur du bâtiment qui est en crise par ailleurs. Alors concrètement, c'est vrai qu'on peut observer ce qui se passe à l'extérieur pour anticiper chez nous. Maintenant, une fois appliqué à l'échelle locale, comment ça s'anticipe? Est-ce que vous anticipez déjà Oui, alors déjà par rapport à l'extérieur, nous on a eu en plus un effet multiplicateur, c'est-à-dire la succession des 3 référendums, l'incertitude institutionnelle a participé à ça, au départ massif. Et renforcé aussi par la fermeture des frontières, on imagine qu'une fois les frontières ouvertes, tout le monde a voulu regagner un peu. Bien sûr, mais même pendant la frontière, c'est-à-dire que des personnes qui venaient travailler en Nouvelle-Calédonie, nous ça a été le cas, dans les directions provinciales, on a des compétences qu'il n'y a pas en Nouvelle-Calédonie, on les fait venir de métropole, mais dans leur esprit, ils venaient en Nouvelle-Calédonie, mais tous les ans ils pouvaient repartir voir leur famille. À partir du moment où ils ont été bloqués, ils ont à un moment arrêté leur contrat pour dire je ne peux pas rester 2 ans sans voir mes parents qui sont âgés, donc on a perdu en plus des compétences. Mais ce que je veux dire, c'est toute cette incertitude fait que on a eu ces départs importants et souvent ce sont des contributeurs, ce sont à la fois des consommateurs, donc on a moins de consommateurs, donc les entreprises qui fonctionnent moins bien, elles vont moins faire de chiffre d'affaires, donc elles vont gagner moins, donc moins payer d'impôts, et en plus elles vont employer moins, donc on va avoir moins de contributeurs dont vous venez parler aux régimes sociaux. Donc on a ce double effet, on a moins de gens qui travaillent, qui créent moins de richesses en Nouvelle-Calédonie, et on va avoir une population qui vieillit, et c'est bien qu'elle vieillit et que les Calédoniens vivent le plus longtemps possible, ça c'est important, mais vous l'avez dit, pas forcément dans des bonnes conditions de santé. Donc on va avoir des dépenses plus importantes, donc on va avoir une bascule, moins de recettes et plus des dépenses. Et donc ça, on doit absolument l'anticiper. Ça pose la question de l'âge du départ à la retraite. En mois de février, il y a eu des discussions au Congrès pour le passer de 60 à 62 ans. En France, ils en sont plutôt à discuter 65, 66 ans. Est-ce qu'il va falloir accélérer sur ce sujet? Mais c'est une évolution naturelle. L'âge de vie, enfin l'espérance de vie augmente en Nouvelle-Calédonie. En plus, on a moins de contributeurs. Donc
c'est une tendance naturelle mondiale d'augmenter, de retarder le départ à la retraite. Mais ça règle pas tout. C'est-à-dire que quand vous avez moins de personnes, que ce soit pour la caisse locale de retraite, donc les fonctionnaires territoriaux ou pour la CAFAT, quand vous avez moins de personnes qui cotisent tous les mois, parce qu'on a un système par répartition, c'est-à-dire que ce sont ceux qui cotisent qui payent les retraites de ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Donc si vous avez plus de personnes à la retraite et moins de personnes à cotiser, donc les personnes actives vont porter une grosse part. Mais les personnes actives vont avoir une part plus importante. Donc vous êtes obligé de décaler naturellement. Il y a des augmentations de cotisations qui sont prévues dans la fonction publique. Et il y a forcément malheureusement des impacts, mais qui sont, je dirais, une étape obligée pour pouvoir continuer à financer les retraites de ces personnes-là, parce qu'elles sont à la retraite, elles l'ont mérité. On ne peut pas leur dire il n'y a plus assez d'actifs, vous n'avez pas de retraite demain, quoi. Donc il faut anticiper. Ça se travaille, puis en fait ce sont des courbes qui sont sur du long terme, ce sont des mesures qui ont beaucoup d'inertie quand vous prenez une décision, sauf quand vous augmentez les cotisations, mais ça ne peut pas être la solution miracle, ça. Les autres solutions de départ à la retraite retardée, enfin quand vous les décalez, c'est des mesures qui ont un effet, mais 10-15 ans plus tard, donc vous êtes obligé de les anticiper. C'est ce qui se fait au sein du conseil d'administration de la CLR, mais c'est ce qui se fait également en partenariat avec la CAFAT, et donc on est obligé de travailler là-dessus. Alors, pour revenir à la question du vieillissement de la population et comment on adapte concrètement sur le terrain, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de projets, par exemple, de maisons de retraite dans les cartons qui vont sortir dans les prochaines années? À quelle vitesse on peut s'adapter à cette évolution? Déjà, il y a eu une accélération de la création de nombre des maisons de retraite, parce qu'avant, les places étaient très rares. Aujourd'hui, c'est encore compliqué, mais elles sont plus accessibles. Mais on va avoir, je dirais, une bascule de nos financements vers ça. Donc, il y a la DEFIS qui se met en place pour les rendre économiquement viable, je dirais. Donc on va avoir finalement dans nos budgets, par exemple, moins de construction d'écoles pour les communes, moins de construction de collèges dans 4-5 ans pour les provinces, mais plus de dépenses. Ça, vous le voyez déjà dans le tableau des budgets? On est obligé de le préparer. Et je prends un exemple, nous, à la province, on est compétent en matière d'aide au logement. Donc aujourd'hui, on aide beaucoup les jeunes sur leur premier achat. Donc on a des dispositions provinciales qui permettent ça. Et on a une aide, vous en avez parlé tout à l'heure, sur l'adaptation des logements pour personnes qui deviennent dépendantes. Donc on modifie ceux qui sont propriétaires, on modifie leur logement, on finance une partie de leurs travaux, parce que, pour transformer une baignoire, une douche à l'italienne, enfin vous voyez, pour rendre accessible à une personne qui est en fauteuil. Et donc on va avoir des aides qui vont diminuer à un endroit et qui vont augmenter dans l'autre. Mais les personnes dépendantes, c'est un budget beaucoup plus important qu'on flèche sur un enfant, quelque chose comme ça. Donc il ne suffit pas de réorienter les crédits, il va falloir augmenter l'enveloppe. Il faut travailler différemment sur votre politique, mais encore une fois, le travail qu'on va avoir à faire au niveau politique ce coup-ci, dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est rendre la Nouvelle-Calédonie plus attractive pour inverser cette balance migratoire négative, pour refaire venir du monde en Nouvelle-Calédonie, pour retrouver à la fois des consommateurs qui vont recréer de la richesse et des contributeurs aux impôts. Parce qu'on ne peut pas avoir le double effet. Les personnes qui quittent la Nouvelle-Calédonie, une population qui vieillit. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment être à nouveau attractif. Alors ce n'est pas le cas, on espère que c'est temporaire lié à notre situation politique, mais quand tout ça va s'éclaircir, que la Nouvelle-Calédonie prenne des décisions, ça c'est notre rôle, vraiment d'attractivité pour attirer à la fois des investisseurs et attirer des jeunes couples pour qu'ils aient envie de venir s'investir en Nouvelle-Calédonie et participer au développement. Donc on verra dans la prochaine étude si l'année 2022 a attiré peut-être plus de monde maintenant que les frontières sont rouvertes. Vous préparez notamment une étude plus affinée province par province? Oui, tout à fait, d'ici la fin d'année. Un zoom provincial en fait, sur au moins l'évolution du solde naturel, donc naissance moins décès, province par province. Et je voulais dire aussi que les années 2020 et 2021 sont très atypiques. Souvenez-vous, avec le confinement externe, il était plus facile de quitter le territoire que de l'intégrer. C'est pour ça que 2022 va être particulièrement intéressante et que le solde migratoire négatif tel qu'on l'observe sur 2020-2021 n'est pas définitif. C'est quelque chose qui peut se renverser effectivement sur les prochaines années. Voilà. Merci messieurs pour ces échanges. On se rapproche de la fin de cette émission, mais avant de se quitter, on va jouer. Xavi va nous rejoindre pour un quiz démographique. Bonsoir Xavi. Bonsoir Blandine. Alors tu vas tester notre connaissance sur la démographie des îles.
Très précis. Plus particulièrement des îles, puisqu'on parle de la Nouvelle-Calédonie. Alors voilà, on va essayer de donner quelques chiffres, même si tout ça reste... je vous conseille d'aller vérifier tout ça et puis de pouvoir voir aussi en photo les îles dont on va parler, parce qu'elles sont toutes étonnantes les unes que les autres. On commence avec la première question. Quelle est l'île la plus peuplée du monde, messieurs? Alors, 3 propositions, c'est parti. Avec la première, Apalacho, j'essaie de bien faire la prononciation, mais je ne suis pas sûr de moi, c'est sur Hong Kong, soit La Réunion en France ou Santa Cruz del Isolte en Colombie. La première, je dirais quoi? La Réunion, 800 000. Vous avez le droit de ne pas être d'accord entre vous. Ouais. La Réunion, c'est l'île française avec la plus grosse population. Bonne c'est réponse, sûr. première bonne réponse, mais ce n'était pas la question. Donc, effectivement... Moi, si j'ai le droit de jouer, je dirais Hong Kong, parce que Hong ça m'a Kong, l'air C'est quand vrai même, que c'est toujours phénoménal, les populations en Asie. Alors là, il s'agit de la Colombie, pour le coup, avec Santa Cruz del Isolte. Merci d'être tombé dans le panneau. Alors, il s'agit d'une île faite par les pêcheurs. C'est une île artificielle, où les pêcheurs se sont un petit peu entassés. Et aujourd'hui, on peut compter quand même 127 700 habitants par kilomètre carré. Même si je crois que l'île ne passe pas son kilomètre carré. C'est une estimation qu'on a faite, elle le faisait. Donc voilà, c'était la Colombie. On passe à la question suivante. Personne ne marque de points. Avant son abandon, l'île fantôme d'Ashima, au Japon, comptait combien d'habitants? Alors on ne voit pas l'île en question, mais sachez que c'est une île où on y est allé pour travailler. On a beaucoup bétonné et il y avait des mines sur cette île. Alors est-ce que c'était 5300 habitants? Est-ce que c'était 3500 habitants ou 1300 habitants qui ont déserté cette île pour la laisser fantôme? Donc ils seraient tous partis en même temps? Ils sont tous partis. D'accord. Il n'y a plus J'ai vu le personne reportage sur sur cette île, mais je n'ai pas retenu le nom. D'accord. Généralement, c'est le plus... Alors peut-être avez-vous vu aussi le James Bond Skyfall qui a été tourné en grande partie sur cette île. Vous n'avez pas la réponse? Si, enfin, je crois que c'est 5300. Ouais, c'est 5300. Ouais, c'était un peu arrondi, mais c'était ça. Ouais, ils étaient beaucoup. 5300 habitants donc sur cette île fantôme d'Ashima, très touristique aujourd'hui. On continue avec la question suivante. Quelle est l'île habitée la plus isolée du monde? Est-ce qu'il s'agit de Saint-Pierre-et-Miquelon, une île française, en Atlantique Nord? Est-ce qu'il s'agit de Tristan de Cunha, en Atlantique Sud? Ou alors l'île de Pâques, bien connue chez nous? Je suis content de vous connaître. Là, ça ressemble à une vraie colle. Ce qui est sûr, c'est que le point le plus isolé du monde est dans le Pacifique Sud. Donc l'endroit où la Terre est le plus loin. Donc je mettrais plus l'île de Pâques. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit celle-là, mais l'île qui est le plus isolée est dans le Pacifique Sud. Exact. Alors l'île de Pâques, c'était bien parti. Hélas, on a trouvé encore plus isolé qu'eux. Et il s'agit de Tristan de Cunha, qui se trouve quand même à 2173 km de Sainte-Hélène, la fameuse Sainte-Hélène de Napoléon, qui est complètement isolée, perdue elle Il y a aussi. combien d'habitants? Donc dans l'Atlantide Sud, ils sont 200, 300, pas plus. Mais il y en a une plus isolée. Alors, elle n'est peut-être pas habitée, mais regardez, ça a un nom d'ailleurs, Ouais. je ne sais pas lequel. Et l'île où la Terre la plus proche est plus loin. Ouais. Dans le Pacifique, très bien. Voilà, prochain quiz, on regarde. Avec plaisir. Alors, autant vous dire que les habitants de Tristan de Cunha n'ont pas connu le Covid et même la grippe espagnole. Et donc, ils étaient au top, les mecs. On continue avec la question suivante. Quelle est l'île française la moins habitée? Alors, tout à l'heure, on a parlé de la Réunion, qui est l'île française la plus habitée, qu'on compare souvent à la superficie de Lifou, avec quand même plus de 800 000 habitants dessus. Est-ce que vous savez, à propos de cette île française la moins habitée, est-ce qu'il s'agit de Porquerolles en Méditerranée, de Kamaka en Polynésie française ou de l'île d'Ar, et non pas d'Ars, dans le golfe du Morbihan? Je sais pas, Porquerolles. Après, ça dépend si c'est l'été ou l'hiver pour Porquerolles. Exactement, c'est plus touristique. Ça rajoute une subtilité. Et là, il n'y a pas d'influence de touristes sur ma... Langocha, messieurs. J'aurais mis, on n'a même pas Tiga qui est dans le top 3, non? Tiga est Alors, beaucoup plus habité que l'île dont je vais vous parler, ouais. Il s'agit de Kamaka, en Polynésie. Il y avait une famille avant, ils sont partis, et il y a un homme qui est revenu sur cette île et qui y habite seul, sur l'île de Kamaka. Voilà, à aller voir aussi. C'est difficile de battre ce record-là. Ouais, une personne, c'est vraiment un mec courageux, ça. On continue avec la question suivante. Quelle est l'île française la plus petite, cette fois-ci? Est-ce qu'il s'agit de l'île de Clipperton, du côté du Pacifique Nord, qui est d'ailleurs la seule possession française dans le Pacifique Nord, mais qui est plus scientifique qu'autre chose, et l'île de Saint-Cado du côté du Morbihan, ou encore l'île Madame en Charente-Maritime? La plus petite. Pif paf pouf. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Ouais, là.
L'Embaucha, messieurs? Ce sont des îlots, en fait. Ah, ce sont plus petits que des îlots encore. Il n'y a qu'une maison sur cette fameuse île de Saint-Cado qui a la superficie de 0,002 km². Voilà, c'est dit. Merci, messieurs, d'avoir joué. Merci, Blandine. C'était dur. C'était difficile, hein, c'était quand même... Moi, j'ai eu Google, j'ai eu plein d'aides. Alors, on va passer maintenant à tout autre sujet avec la chronique de Chloé. Elle nous embarque dans l'univers coloré et poétique de Marie Murtili. Salut Marie. Bonjour Chloé. Alors tu fêtes tes 20 ans cette année. Oui, 20 ans de peinture parce que tu es peintre, mais tu es plasticienne, tu es aussi comédienne, tu es auteur, tu as beaucoup de cordes à ton arc. C'est même plus un arc, c'est une harpe. Oui, exactement. Parce que j'aime beaucoup imaginer, faire. Donc je peins, mais je fais aussi des objets en volume. Et je fais aussi du théâtre depuis 30 ans. Je raconte des histoires et j'en écris aussi. Ok, ben merci beaucoup de nous recevoir. Merci. Et puis bon anniversaire. Merci. Il y a une œuvre en particulier qui s'appelle L'Indécise. Donc c'est une femme qui avance mais qui regarde sur le côté. C'est un peu moi. C'est sur un tableau noir à la craie. Je m'amusais à reproduire la naissance de Vénus. Voilà. Et d'ailleurs, mes femmes, elles ont souvent le cou penché, un peu comme ça. Comme ce sont des Vénus. C'était l'année dernière, on devait créer des installations pour le Château Hagen. Et je me suis dit que j'avais envie de faire des énormes vases. Donc j'ai fait des grands vases et j'ai rempli toute une salle avec 12 vases et des fleurs. Et voilà, c'était ma plus folle, mais pas ma plus folle à venir. J'aimerais bien faire encore plus de folie. C'est la réalisation des illustrations d'un album jeunesse qui s'appelle Ronde et la Lune. Donc j'avais écrit et joué la pièce de théâtre il y a quelques années. Et là, on va le concrétiser par un album sur lequel il y aura aussi des chansons qui ont été mises en musique par mon ami et artiste Sacha Terra. Par rapport à ma première exposition, justement, c'était le galeriste qui a monté cette galerie, justement, Arte Bello, Jean-Claude Barré, qui m'a fait cadeau d'un dessin et où il représentait une femme toute triste et tout ça qui rentrait dans la galerie et qui ressortait avec le sourire et les cheveux dans tous les sens après avoir vu mes tableaux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci encore, messieurs, d'être venus sur le plateau de Ça vous parle. La soirée continue sur Calédonia à 19h55. Retrouvez votre émission L'amour est dans le pré. Bonne soirée.